Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au formulaire à étapes. Alors vous allez voir que c'est assez facile à réaliser, ça va beaucoup ressembler à ce que l'on avait fait dans une des vidéos précédentes qui portait sur le slider. Au final, ça va être le même principe. Donc on va voir comment ça fonctionne. Ici, on est sur le premier formulaire. On a différents inputs. On va venir renseigner les informations. Et ensuite, on a un bouton suivant qui nous permet de passer au formulaire suivant. À nouveau, on a différents inputs. On a d'abord l'email. Alors, on va venir ici renseigner l'email, ensuite le mot de passe, et on va confirmer le mot de passe. À ce stade, on a deux possibilités, soit passer à l'étape suivante, ou bien revenir à l'étape précédente avec le bouton retour. On a également différents onglets en haut du conteneur pour passer d'un formulaire à l'autre. Donc, on peut également utiliser cette possibilité pour passer d'une étape à l'autre. On arrive à la dernière étape et ici, on va renseigner simplement le numéro de téléphone, l'adresse et le code postal. On a le bouton terminé et si on clique dessus, on a un message qui vient nous indiquer qu'on a bien créé notre profil. Alors voilà ce que l'on va faire ensemble. Donc on va tout de suite aller dans VS Code. Et pour ce tutoriel, comme d'habitude, on va repartir de la base que l'on avait créée dans la première vidéo de la série. On a donc une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. Et en plus de ça, on a un icône au format SVG, et c'est justement l'icône que l'on voit ici au niveau du message qui s'affiche à la fin. Donc cette icône ici. Alors on va commencer par le HTML. Ici on va d'abord créer un conteneur, donc une division avec une classe container. Ensuite on va rajouter une liste non ordonnée pour mettre nos différents onglets. Donc si on revient dans l'application terminée et que l'on recharge la page, en haut ici au-dessus des formulaires, on a bien nos trois onglets. Alors on va venir mettre ici une liste non ordonnée, et à chaque fois on va créer des listes items pour les onglets qui correspondent à chaque étape. Et on va également rajouter pour le premier onglet une classe active, puisque par défaut, lorsque l'on va charger la page, on sera sur le premier onglet, la première étape. Donc si on revient ici et qu'on recharge la page, effectivement on a bien le premier onglet qui est actif. Et c'est la raison pour laquelle on rajoute cette classe ici. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir rajouter nos formulaires. Alors pour pouvoir styliser plus facilement les choses, pour l'instant, on va juste rajouter un seul formulaire dans le HTML et par la suite, on va rajouter les autres. Mais en tout cas, ça va être plus facile de commencer simplement avec un seul formulaire. Alors pour chaque formulaire, on va avoir un identifiant. Ici, on n'a pas forcément besoin d'une action. Entre les balises, on va commencer par rajouter un titre pour le formulaire avec un H3. Et en dessous, on va avoir différents inputs de type texte. À chaque fois, on va rajouter un placeholder. On commence par le nom d'utilisateur. Ensuite, on a le prénom. Et enfin, le nom. Et en dessous, on va pouvoir rajouter nos boutons. Alors, en fonction du formulaire, on va avoir soit un bouton ou deux boutons. Pour la première étape, on a seulement un bouton qui permet de passer à l'étape suivante. Mais par contre, pour les étapes 2 et 3, on a deux boutons. Un bouton pour passer à l'étape suivante et un bouton pour revenir en arrière. Donc ici, on va rajouter une div avec une classe btns. Et comme on est sur le premier formulaire, on n'a besoin que d'un seul bouton. Ici, on pourrait rajouter un type bouton. Et on va mettre une classe next. Et entre les balises, on va mettre suivant. Et c'est tout pour l'instant au niveau du HTML, on viendra rajouter les autres formulaires par la suite. On va pouvoir lancer notre fichier HTML avec Live Server pour voir ce que l'on obtient dans le navigateur.
On va pouvoir styliser tout ça, on retourne dans VS Code et on va aller dans la feuille de style. On va commencer par le body. Comme d'habitude, on va faire en sorte que le body s'étende sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height. Ensuite, on va mettre un dégradé au niveau de l'arrière-plan. Alors pour ça, on utilise bien background image. Et ici, je vais venir coller le code du dégradé. Il s'agit d'un dégradé linéaire avec une orientation à 83 degrés. Et ensuite, on a les différentes couleurs avec le pourcentage pour chaque couleur. Ensuite, on va changer la famille de police. Et ensuite, on va venir mettre notre conteneur au milieu du body. Alors pour ça, on utilise un display flex et on va venir centrer tous les items qui se trouvent à l'intérieur du body. Et on vient centrer horizontalement et verticalement. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. On a notre dégradé au niveau de l'arrière-plan et on a le conteneur qui est bien au milieu de la page. Alors justement, on va pouvoir s'occuper du conteneur. On vient le chercher par sa classe et on va déjà donner des dimensions au conteneur. Donc 400 pixels de largeur et pareil en hauteur 400 pixels. Ensuite, on va mettre un arrière-plan. On va utiliser une couleur RGBA. On va venir mettre du noir et au niveau de l'opacité, on va mettre 0,5. Et ensuite, on va juste rajouter des arrondis dans les coins, on va mettre un rem. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour notre conteneur. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper des onglets. Donc on vient chercher ici la liste non ordonnée. On va faire en sorte qu'elle s'étende sur toute la largeur du conteneur, donc 100% du conteneur. On va mettre un display flex. Par défaut, avec le display flex, on a une orientation en ligne. Et on va juste mettre de l'espace entre les items. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien nos onglets qui sont sur la même ligne et on a juste de l'espace entre les listes items. Alors on va pouvoir styliser les listes items. On va déjà se débarrasser des puces. Ensuite, on va mettre un peu de padding à l'intérieur des listes items. On va changer la taille de la police. On va venir mettre le texte en majuscule. Et on va également changer l'alignement du texte. On va venir centrer le texte. Et enfin, on va rajouter un pointeur au niveau du curseur. Comme ça, l'utilisateur verra bien qu'il s'agit de boutons sur lequel il peut cliquer. On va pouvoir également s'occuper de l'onglet actif. On se rappelle qu'au niveau du HTML, on a rajouté une classe active pour le premier onglet. Alors on va pouvoir s'occuper de ça au niveau du CSS. On vient chercher l'onglet actif et on va juste changer la couleur d'arrière-plan. On va mettre Dodger Blue et au niveau de la couleur de la police, on va mettre du blanc. Si on retourne dans le navigateur, on a le style pour notre onglet actif qui est mis en valeur. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du formulaire. On vient chercher le formulaire. Et comme pour la liste non ordonnée, on va faire en sorte que le formulaire s'étende sur toute la largeur disponible dans le conteneur. Par contre, au niveau de la hauteur, on va mettre seulement 80%, puisqu'il faut prendre en compte justement la hauteur prise par les onglets. À nouveau, on va mettre un display flex. Alors par contre, ici, on va changer l'orientation pour passer en colonne. Et ensuite, on va mettre, comme précédemment, de l'espace entre les items, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'espace entre les inputs et également avec les boutons. On va rajouter un peu de padding. On va mettre 2 rem à l'intérieur du formulaire. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient au niveau du formulaire. Donc on a bien un display flex avec une orientation en colonne et on a de l'espace entre les différents inputs et également avec les boutons. Alors on pourrait par la suite s'occuper du titre, le H3. On va venir sélectionner le H3. On va venir centrer le texte.
On va changer également la taille de la police. On va mettre 1,6 rem. On va rajouter une petite marge en bas pour laisser un peu d'espace par rapport aux inputs. Et on va changer l'épaisseur de la police. On va mettre 400. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour notre H3. Ensuite, on va s'occuper des inputs. On va mettre un peu d'espace à l'intérieur. On va mettre 0,7 rem en haut et en bas et 0,3 rem à gauche et à droite. On va rajouter des marges à l'extérieur. 0,3 rem en haut et en bas. Et par contre, on va mettre 0 sur les côtés. Ensuite, on va enlever la bordure que l'on a par défaut avec les inputs. Et on va juste remettre une bordure en bas. On va mettre 2 pixels d'épaisseur, une bordure pleine. Et on reprend notre couleur Dodger Blue. On enlève également la outline lorsque l'input est actif. On se débarrasse également de la couleur d'arrière-plan qui existe par défaut. On va mettre transparent et on va changer la taille de la police pour les inputs. On va mettre 1,2 rem. On retourne dans le navigateur et voilà ce que l'on obtient pour nos inputs. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de la div qui contient les boutons. On a cette div avec la classe BTNs. Comme précédemment, on va faire en sorte que cette div s'étende sur tout l'espace disponible dans le conteneur. À nouveau, on va mettre un display flex. Et cette fois-ci, on va mettre de l'espace autour des boutons. Et on va juste rajouter une petite marge en haut pour laisser un peu plus d'espace par rapport aux inputs. Donc si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient au niveau de la div qui contient le bouton. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper du bouton. On va lui donner des dimensions. 6 rem en largeur, 3 rem en hauteur. On va changer la couleur d'arrière-plan. On reprend toujours Dodger Blue. La couleur de la police, ça va être à nouveau du blanc. À nouveau, on va mettre des arrondis dans les coins, 2 rem. On va mettre une petite marge. On va mettre 0 en haut et en bas et 0,7 rem sur les côtés. On n'a pas besoin de bordure. On n'a pas besoin non plus de hotline lorsque le bouton est actif. Et enfin, on va mettre un pointeur au niveau du curseur pour le bouton. On retourne dans le navigateur et voilà ce que l'on obtient pour le bouton. Alors maintenant, on va pouvoir rajouter nos autres formulaires. On va pouvoir retourner dans le HTML et simplement à la suite du premier formulaire, on va rajouter les autres. Alors je vais venir coller directement les formulaires. Au final, c'est toujours la même chose. On a à chaque fois un formulaire avec un identifiant différent. On a le titre pour l'étape, on a les différents inputs, et en dessous, on a la div avec les boutons. Alors pour les formulaires 2 et 3, on a deux boutons. Un bouton pour aller à l'étape suivante et également un bouton pour revenir en arrière. Et enfin, on a le dernier formulaire, qui n'en est pas vraiment un, celui avec l'identifiant forme 4, et qui permet simplement d'afficher un message à l'utilisateur comme quoi il a bien fini de remplir son profil. On a un message et en dessous l'icône. Alors si on sauvegarde et qu'on retourne dans le navigateur, pour l'instant on a nos formulaires qui sont les uns en dessous des autres, en colonne. On va pouvoir changer ça avec CSS et les mettre sur la même ligne. Donc on retourne dans le CSS et on va venir positionner nos formulaires de manière absolue. Et on va faire ça relativement par rapport au conteneur. Donc ici, au niveau du conteneur, on rajoute bien une position relative. On va revenir tout en bas du fichier. Alors le premier formulaire, lui, on va le laisser exactement à l'endroit où il est, c'est-à-dire au milieu du conteneur.
Par contre, les autres, on va les décaler. On va commencer par le formulaire 2, que l'on vient chercher par son identifiant. On va le mettre à gauche à 100%. Et on va faire la même chose pour les autres. Donc on vient chercher le troisième formulaire, et celui-ci, on va le mettre à 200%. Et enfin, le dernier, on va venir le mettre à 300%. Si on retourne dans le navigateur, on a bien nos formulaires qui sont sur la même ligne, les uns à la suite des autres. Alors on a un peu de travail à faire au niveau du dernier formulaire qui est différent des autres. On va venir recentrer les éléments à l'intérieur du formulaire. On a un display flex, on va pouvoir recentrer les éléments verticalement et horizontalement. Et on va juste mettre un gap entre le texte et l'icône. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Donc on a nos deux items qui sont au centre, verticalement et horizontalement, et on a juste un petit gap entre le texte et l'icône. 10% ici. Alors on va pouvoir changer la taille de l'icône. On va lui mettre des dimensions 72 pixels en hauteur et en largeur. Et si on retourne dans le navigateur, voilà notre icône qui est un peu plus visible. Alors maintenant, il va falloir se demander comment on va pouvoir déplacer nos formulaires pour passer d'une étape à l'autre. Et pour ça, on va faire exactement la même chose que ce que l'on avait fait dans la vidéo pour le slider, c'est-à-dire qu'on va faire des translations. Donc on va revenir au niveau du formulaire et on va faire des translations ici. Si on translate à moins 100%, eh bien on va décaler tous les formulaires vers la gauche. Donc si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, ce que l'on a au milieu du conteneur, c'est le deuxième formulaire. Et si on met ici moins 200%, on se retrouve à la troisième étape. Si on met moins 300%, on se retrouve sur le dernier formulaire. Et donc on va pouvoir jouer avec cette propriété transform au niveau du JavaScript pour passer d'un formulaire à l'autre. Alors simplement ce que l'on va faire pour l'instant, c'est rajouter ici une petite transition. Comme ça, lorsque l'on va modifier par la suite avec JavaScript la propriété transform, eh bien ça se fera de manière un peu plus naturelle. On va mettre 0,5 secondes au niveau de la durée. Et ici au niveau de la fonction, on va mettre isIn. Et donc bien évidemment, pour l'instant, nos formulaires ils sont toujours visibles. Alors d'ailleurs, on va revenir sur le premier formulaire. Donc ici au niveau de la propriété translate, au départ, on va revenir à 0. Comme ça, on revient bien sur le premier formulaire. Et bien sûr, il va falloir les cacher. On va afficher uniquement le formulaire qui se trouve à l'intérieur du conteneur. Autrement dit, au niveau du conteneur, ici, il va bien falloir ajouter un overflow hidden pour cacher tout ce qui déborde du conteneur. Donc si on retourne dans le navigateur, on n'a plus que le premier formulaire qui s'affiche, les autres sont bien là, mais ils sont cachés puisque on vient cacher tout ce qui déborde du conteneur. Et maintenant, on va pouvoir faire le passage des étapes avec JavaScript. Alors c'est parti, on va retourner dans VS Code, on va aller dans le fichier JavaScript et on va commencer par récupérer les éléments du DOM qui nous intéressent. On va récupérer les formulaires, alors pour ça on utilise bien Query Selector All, et on vient récupérer tous les formulaires. On va faire la même chose pour les boutons, on va récupérer tous les boutons précédents qui ont une classe Prev. Et on va récupérer également tous les boutons suivants qui ont une classe Next. Ensuite, on va créer l'objet app, et à l'intérieur, comme d'habitude, on va avoir la méthode init qui va être déclenchée au lancement de l'application. Ça, on attache un écouteur d'événements sur le document, et lorsque le contenu du DOM est chargé, on vient déclencher la méthode init qui se trouve bien à l'intérieur de l'objet app. Dans notre objet app, on va également rajouter une propriété qui va correspondre à l'étape sur laquelle on se trouve. On va l'appeler step, et on va commencer à la première étape, et donc on va mettre 0 ici. Alors on pourrait se demander pourquoi on met 0 alors qu'on commence à la première étape. Eh bien c'est simplement parce que si on retourne dans le CSS, au niveau du formulaire, on se rappelle que lorsque on n'effectue aucune translation,
Autrement dit, lorsque l'on reste à 0 ici, au niveau de la propriété translate, on est bien sur la première étape. Quand on n'effectue aucune translation, on est à 0 et on est sur la première étape. Et c'est la raison pour laquelle on met 0 ici au niveau de l'étape. Ensuite, eh bien, on va prendre nos boutons, on va boucler sur le tableau, et pour chaque bouton, on va attacher un écouteur d'événements de type clic. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur un bouton suivant, eh bien, simplement, on va venir incrémenter la valeur de l'étape. Et dans la foulée, on va venir déclencher une nouvelle méthode pour changer de formulaire. Alors on va créer cette méthode juste en dessous de la méthode init. Et ici, eh bien, on va prendre les formulaires, on va boucler sur les formulaires, et on va faire exactement ce que l'on faisait tout à l'heure manuellement avec le CSS, sauf que cette fois-ci, on va le faire dynamiquement avec JavaScript. On va modifier la propriété transform, et on va opérer une translation. On pourrait préciser ici en X, et au niveau de la valeur, on va se décaler vers la gauche, donc on rajoute bien un symbole moins. Et ici, on va prendre la valeur de l'étape, que l'on va multiplier par 100, et on rajoute bien %. Donc au départ, on a un step qui vaut 0, et au niveau de la translation, ça nous fait moins 0 fois 100, donc 0. On reste bien sur la première étape. Par contre, si l'utilisateur vient cliquer, par exemple, sur le bouton Next du premier formulaire, eh bien ici, on va incrémenter la valeur de step, donc on va passer à 1, et ensuite on va tomber dans la méthode changeForm. Au niveau de la translation, ça nous fera moins 1 fois 100, donc moins 100%, et donc on va bien décaler tous les formulaires vers la gauche. Ça devrait fonctionner correctement. Dans la foulée, on peut faire la même chose pour les boutons précédents. On va boucler sur le tableau de boutons précédents, et ici, simplement, au lieu d'incrémenter la valeur de l'étape, on va la décrémenter. Et ça devrait fonctionner. On retourne dans le navigateur, on appuie sur le bouton suivant, et vous voyez que ça fonctionne, on passe bien à l'étape suivante. Pareil, si on appuie sur le bouton retour, on passe bien à l'étape précédente. Donc ça fonctionne correctement. Alors la seule chose qu'il reste à faire maintenant, c'est de pouvoir naviguer entre les étapes grâce à nos onglets. Pour l'instant, si on clique sur les onglets, rien ne se passe. On va déjà récupérer les list items. On utilise toujours Query Selector All et on récupère tous les list items. Et dans la foulée, on va également récupérer la liste non ordonnée, donc la liste d'onglets. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Ici, on utilise simplement Query Selector et on récupère la liste d'onglets. Et donc, ce que l'on va faire pour que nos onglets fonctionnent, eh bien, ça va être assez similaire à ce que l'on faisait pour les boutons. On va prendre les list items, on va boucler sur les list items, et pour chaque item, eh bien, on va attacher un écouteur d'événements de type click. Et ici, simplement, il va falloir changer la valeur de l'étape, et il va falloir que ça corresponde avec l'item sur lequel on a cliqué. Alors ici, il faut bien voir une chose, c'est que le tableau de list item est un tableau qui est également indexé à partir de 0. La première étape vaut également 0. Nous, ça nous arrange bien puisque ici, dans notre application, la première étape vaut 0. Autrement dit, l'index du tableau de list item va correspondre parfaitement avec ici notre propriété step. Ce que l'on peut faire ici pour passer à l'étape qui correspond, eh bien on va réassigner la valeur de step et au niveau de sa valeur, eh bien on va lui passer l'index de notre tableau de list item. Et ça devrait correspondre. Dans la foulée, on n'oublie pas de redéclencher notre méthode changeForm. Et si on retourne dans le navigateur, ça devrait fonctionner. On clique sur l'étape 2 et on passe bien à l'étape 2. Étape 3, on passe à l'étape 3. Et si on reclique sur le premier onglet, on revient à la première étape. Alors, il reste une chose à faire par contre, c'est de mettre la classe active au bon endroit sur le bon onglet. Pour ça, eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est déjà supprimer toutes les classes actives
qui existent potentiellement sur les onglets. Donc on va venir boucler à nouveau sur le tableau de list item et on va se débarrasser de toutes les classes actives avant de la remettre sur le bon onglet. Ici, on va dans la liste des classes et on supprime les classes actives qui peuvent exister sur les onglets. Ensuite, on va mettre la classe active sur le bon onglet. Donc on reprend le tableau de list item. Comme grâce à notre fonction ici, notre fonction callback, on a mis l'index pour la valeur de step, eh bien, on devrait avoir au niveau de la valeur de step la bonne étape, l'étape sur laquelle on a cliqué. Et donc ici, on peut aller regarder dans le tableau de list items au niveau de l'index qui correspond à l'étape. Et sur cette étape, on va lui rajouter la classe active comme ceci. Et ça devrait fonctionner correctement. On retourne dans le navigateur et effectivement, on rajoute bien la classe active sur l'étape qui correspond. Alors par contre, on a un dernier petit détail à corriger. Si on arrive à cliquer sur le bouton terminer, vous voyez que en haut, on a toujours notre liste d'onglets. Nous, on va vouloir changer ça et afficher plutôt un message comme quoi le processus est terminé. Autrement dit, cette modification de la classe active, on va la faire uniquement lorsque on est sur les 3 premiers formulaires, mais par contre, lorsque on est sur le dernier formulaire, eh bien, on va faire autre chose. Donc, on va rajouter une condition ici. Si on a une étape qui est différente de 3, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la dernière étape, l'étape 4, eh bien, dans ce cas, effectivement, on va venir rajouter la classe active sur le bon onglet. Autrement, eh bien, ça veut dire que on est sur le dernier formulaire, le formulaire 4, et donc, ici, on va faire quelque chose de différent. On va prendre, effectivement, notre liste d'onglets, que l'on avait récupérée ici, la liste non ordonnée, et on va modifier le style. On va modifier la propriété justify content. Alors si on se rappelle, hein, dans le CSS, au départ, pour la liste non ordonnée, on avait space between entre les différents onglets. Là, on va avoir juste un seul message, donc on va pouvoir mettre ici center. Et au niveau du message, on va mettre du HTML et on va rajouter ici, par exemple, un H2 et on va mettre le message terminé. On retourne dans le navigateur et si on clique sur le bouton terminé, on a notre message qui s'affiche en haut. Alors on va pouvoir modifier un peu le style. On va retourner dans le CSS et ici, au niveau du dernier formulaire, donc le formulaire 4, juste avant de styliser l'image, on va pouvoir modifier le H2. On va mettre 1,2 rem au niveau de la taille de la police. On va mettre le texte en majuscule. Au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va reprendre Dodger Blue. Au niveau de la couleur de la police, on va mettre du blanc. Le padding, à l'intérieur, on va mettre un rem de tous les côtés. On va changer l'alignement du texte, on va mettre centré. On va changer également l'épaisseur de la police, on va mettre normal. On retourne dans le navigateur, on va aller à la dernière étape, on clique sur le bouton terminer, et voilà ce que l'on obtient. Alors il faudrait faire en sorte que notre H2 prenne tout l'espace disponible. Alors pour ça, on va mettre ici flex 1, et ça devrait résoudre le problème. On clique sur le bouton terminer, et on a bien le H2 qui prend tout l'espace, donc on est arrivé à la fin de notre formulaire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur les formulaires à étapes. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.